Il existe une histoire que l'on ne vous a jamais racontée sur Che Guevara. Une histoire qui ne figure ni dans les manuels scolaires, ni dans les documentaires grand public. C'est l'histoire d'une confrontation silencieuse, livrée au cœur de la jungle africaine, entre un révolutionnaire légendaire et un homme qu'il méprisait. Un homme qui, des années plus tard, deviendrait président d'un pays tout entier. En 1965, Che Guevara disparaît de la carte. Il quitte Cuba en secret, abandonne poste, pouvoir, confort. Il traverse l'Atlantique en direction du Congo, convaincu qu'il y exporterait la révolution. Il croyait répéter là-bas le miracle de la Sierra Maestra. Mais ce qu'il trouva allait détruire sa foi révolutionnaire. L'homme que Che affronta s'appelait Laurent-Désiré Kabila, un chef guérillero congolais, charismatique, rusé, politicien né. Kabila dirigeait le mouvement que Che était venu soutenir. Mais dès le premier jour, quelque chose n'allait pas. Très mal. C'est l'histoire d'un conflit qui changea le destin de deux hommes. L'un en sortirait vaincu, malade, brisé de l'intérieur. L'autre accéderait au pouvoir des décennies plus tard, gouvernant des millions de personnes. Et ce qui se passa entre eux dans la jungle du Congo resta caché pendant des années. Jusqu'à aujourd'hui, très peu connaissent la vérité complète. Che Guevara arriva au Congo persuadé qu'il allait sauver l'Afrique. Il avait l'expérience, il avait renversé des dictateurs, bâti des révolutions. Il amenait avec lui un groupe trié sur le volet de guérilleros cubains, entraînés et disciplinés. Il débarquait avec des cartes, des stratégies, des manuels de guerre révolutionnaires. Il arrivait comme un professeur prêt à enseigner aux Africains comment vaincre. Mais la réalité le frappa de plein fouet dès les premiers jours. La guérilla congolaise ne ressemblait en rien à ce qu'il connaissait. Il n'y avait ni discipline militaire ni hiérarchie claire. Les combattants disparaissaient pendant des jours, revenaient quand bon leur semblait. Et au centre de ce chaos se trouvait Kabila, le leader absent. Che s'attendait à trouver un commandant ferme, présent, dévoué. Quelqu'un qui vive pour la cause, qui respire la révolution. Quelqu'un prêt à mourir pour la liberté de son peuple. Au lieu de cela, il trouva un homme qui arrivait en retard aux réunions. Un homme qui disparaissait des jours entiers sans prévenir personne. La première impression de Che sur Kabila fut dévastatrice. Il nota dans son journal des remarques qui trahiraient sa frustration croissante. « Cet homme n'agit pas comme un révolutionnaire », écrivit-il. Il agit comme quelqu'un qui joue un jeu politique pendant que d'autres meurent. C'était le début d'une rupture qui ne ferait que s'aggraver. Che débarqua sur la rive du lac Tanganyika en avril 1965. Il avait voyagé déguisé, muni de faux papiers, cachant son identité. Le plan était d'entraîner les guérilleros congolais et de les transformer en forces révolutionnaires. Il croyait qu'avec la discipline cubaine, il pourrait renverser la donne de la guerre. Mais dès son arrivée, il comprit que quelque chose clochait. La base guérilla était chaotique. Armes éparpillées, munitions en désordre, soldats sans commandement clair. Des hommes buvaient de l'alcool en pleine zone de combat. D'autres pratiquaient des rituels mystiques, convaincus d'être protégés des balles par des forces surnaturelles. Che, habitué à la rigueur militaire cubaine, fut choqué. Il convoqua immédiatement une réunion avec les responsables locaux. Il voulait comprendre la structure de commandement, les objectifs stratégiques, savoir qui commandait, qui obéissait, comment fonctionnait la chaîne des ordres. Mais il découvrit qu'il n'y avait aucune structure. Chaque commandant régional faisait ce qu'il voulait. Et Kabila? Kabila n'était pas là. Che demanda où était le leader de la révolution. On lui répondit qu'il était en train de régler des affaires politiques dans une autre ville, qu'il reviendrait bientôt. Che attendit 1 jour, 2 jours, 1 semaine. Quand Kabila finit par apparaître, il arriva souriant, décontracté, parlant fort, saluant tout le monde comme si de rien n'était. Che le fixa froidement. « Nous sommes en guerre. Où étiez-vous » Kabila rit. « Je faisais de la politique, commandant. Sans appui politique, pas de révolution. » Cette réponse irrita profondément Che. Pour lui, la révolution était sacrifice, présence sur la ligne de front. Pas faire des discours en ville, pendant que des hommes mouraient dans la brousse. Che commença à voir Kabila comme un politicien, pas comme un guerrier. Et, dans la vision de Che, les politiciens ne font pas les révolutions. Au cours des semaines suivantes, le schéma se répéta. Che organisait entraînements, séances de stratégie, planifiait des offensives. Kabila disparaissait de nouveau,
Quand il revenait, il apportait des promesses d'appui, d'armes, de renfort, des promesses qui ne se concrétisaient jamais. Che consignait tout dans son journal. Il décrivait l'absence systématique de Kabila, le manque d'engagement, le désordre. « Il est impossible de faire la révolution avec quelqu'un qui n'est pas là », écrivit-il. La frustration se muait en colère. Les guérilleros cubains s'en rendirent compte aussi. Ils voyaient Che de plus en plus tendu, de plus en plus dur dans ses paroles. Ils voyaient le commandant argentin perdre patience. « Il n'a plus confiance en Kabila », disaient-ils entre eux, et Kabila ne respecte pas Che. La tension explosa lors d'une réunion de planification. Che proposa une attaque coordonnée contre une base gouvernementale. Il avait besoin que Kabila mobilise ses hommes et coordonne l'action. Kabila écouta, hocha la tête, dit qu'il le ferait. Mais le jour venu, il ne se montra pas. Che attendit des heures en position d'attaque. Ses hommes étaient prêts, armés, postés. Ils attendèrent le signal de Kabila et de ses troupes. Le signal ne vint jamais. Che dut annuler l'opération, exposant inutilement ses hommes au danger. Cette nuit-là, Che écrivit des mots très durs dans son journal. Kabila n'est pas un révolutionnaire, c'est un bureaucrate armé. Je ne peux pas construire une révolution avec quelqu'un qui n'est pas prêt à se battre. Cet homme va détruire tout ce que nous avons tenté ici. C'était le premier signe que la mission était condamnée. Les relations entre Che et Kabila se dégradaient jour après jour. Ce qui avait commencé comme une méfiance se transforma en mépris ouvert. Che ne cachait plus sa frustration devant les Cubains. Il qualifiait Kabila de paresseux en privé. Il disait qu'il était un bourgeois avec un fusil qui jouait à la révolution. Ces phrases finirent par fuiter. Des guérilleros congolais les entendirent et s'en offensèrent. Pour eux, Kabila était un héros local, un symbole de résistance. Entendre un étranger le critiquer aussi durement créa du ressentiment. La fracture entre Cubains et Congolais commença à s'élargir. Che ne reculait pas. Il pensait que la vérité devait être dite, même si elle blessait. « Sans discipline, pas de victoire », répétait-il. Et Kabila n'a pas de discipline. Il n'a pas de morale révolutionnaire. Pour Che, il manquait à Kabila l'esprit qui définit un vrai guérillero. Kabila, de son côté, commençait à voir Che comme un problème, un étranger qui voulait imposer les méthodes cubaines sur le sol africain. « Il ne comprend pas notre culture », disait Kabila à ses commandants. « Il ne comprend pas que chez nous les choses fonctionnent autrement. Il veut être le leader, mais ce n'est pas sa révolution. » Le choc n'était pas seulement personnel, il était idéologique. Je pensais que la révolution était une science, une méthode, une discipline militaire. Kabila pensait que la révolution était politique, négociation, mobilisation des masses. Che voulait des guérilleros entraînés comme des soldats. Kabila voulait un mouvement populaire large, même désorganisé. Il y eut un jour où la tension faillit exploser en affrontement ouvert. Che réunit les commandants et critiqua durement l'absence d'action. « Vous parlez de révolution, mais personne ne veut vraiment se battre. Vous attendez que la victoire tombe du ciel. Comme ça, vous allez tous mourir, et vous le mériterez. » Kabila était présent. Il écouta en silence. Quand Che eut fini, il se leva et parla calmement. « Commandant Che, avec tout le respect que je vous dois, vous ne connaissez pas ce pays. Vous ne connaissez pas notre peuple, notre histoire, nos luttes. Peut-être que le problème n'est pas que nous ne savons pas nous battre. Peut-être que c'est vous qui ne savez pas nous diriger. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Les guérilleros congolais regardèrent Che, attendant sa réponse. Che fixa Kabila d'un regard glacial. « Le leadership se gagne par l'action, pas par les mots, dit-il. Et jusqu'à présent, je n'ai vu que vous parler. » La réunion se termina dans une atmosphère tendue. Che sortit furieux, claquant la porte. Les Cubains le suivirent, inquiets de ce qui allait suivre. Kabila resta avec ses hommes, un léger sourire aux lèvres. « Laissez-le se calmer, » dit-il. « Il finira par comprendre. » Mais Che n'allait ni comprendre, ni se calmer. Cette nuit-là, il écrivit l'une des passages les plus durs de son journal. « Kabila est tout ce qui ne va pas dans cette révolution. C'est un lâche déguisé en stratège, un négligent déguisé en politicien. S'il est l'avenir de cette lutte, alors cette lutte n'a pas d'avenir. » Les mots de Che commencèrent à circuler parmi les Cubains. Certains étaient totalement d'accord, d'autres étaient mal à l'aise. « Che perd patience », commentait-il.
Et quand Che perd patience, les choses deviennent dangereuses. On sentait que quelque chose de grave allait arriver. Les historiens qui ont étudié cette période soulignent un fait crucial. Che n'a jamais respecté Kabila comme leader révolutionnaire. Il voyait en lui tout ce qu'il méprisait. L'opportunisme, le manque d'engagement, l'absence de sacrifice. Kabila, de son côté, voyait Che comme un arrogant, un impérialiste déguisé en socialiste. Deux hommes, deux visions, zéro possibilité de compréhension. Le pire restait à venir. En juillet 1965, Che planifia une grande offensive, une opération complexe qui exigeait une coordination parfaite entre plusieurs unités. Le plan dépendait de la présence de Kabila pour mobiliser les guérilleros congolais. Che convoqua une réunion stratégique finale. Kabila ne vint pas. Che envoya des messagers à sa recherche. On lui dit qu'il était dans la base voisine. Che attendit. Les heures passèrent. Kabila ne venait toujours pas. L'offensive était prévue pour l'aube du lendemain. Quand on finit par le localiser, la nouvelle laissa Che abasourdi. Il n'était pas en réunion stratégique. Il n'était pas en train de coordonner les troupes. Il était dans un village voisin à boire avec des chefs locaux, à faire de la politique, à rire. Pendant que la guerre attendait, Che explosa. « C'est inacceptable !» cria-t-il aux Cubains. « Nous allons risquer des vies et lui, il boit ? Où est l'engagement? Où est le sérieux? Cet homme est une imposture. » Les guérilleros cubains essayèrent de le calmer. « Commandant, c'est la culture locale, » arguèrent-ils. « Kabila doit entretenir les alliances politiques. Sans les chefs locaux, nous n'avons pas le soutien de la population. » Che ne voulut rien entendre. On ne fait pas la révolution au bar. L'offensive fut reportée. Che refusa d'avancer sans coordination adéquate. Mais le report eut de graves conséquences. L'armée gouvernementale découvrit les mouvements de troupes. Elle renforça ses positions. L'avantage stratégique fut perdu. Quand Kabila revint enfin à la base, plusieurs jours plus tard, Che l'affronta. « Vous avez abandonné vos hommes, vous avez abandonné l'opération. À cause de vous, nous avons perdu la chance d'une victoire décisive. » Kabila répondit avec un calme exaspérant. « Commandant Che, vous ne comprenez pas. La politique aussi, c'est la guerre. »« La politique » cracha Che avec mépris. « La politique, c'est ce qui vient après la victoire militaire. D'abord on gagne, ensuite on gouverne. Mais vous voulez gouverner avant d'avoir gagné, et comme ça vous ne gagnerez jamais. » Kabila se contenta de sourire. « Nous verrons. » Che écrivit dans son journal cette nuit-là une phrase qui résumait tout. Le commandant est absent quand on a le plus besoin de lui. On ne fait pas la révolution avec des fantômes. Kabila n'est pas un leader, c'est une absence permanente. C'était le point de rupture définitif. Les Cubains commencèrent à se demander s'il valait encore la peine de continuer. « Nous mourrons pour une cause que son propre leader ne défend pas, » disait-il. « Che nous a amenés ici en promettant une grande révolution. Mais il n'y a pas de révolution. Il n'y a que le chaos. » Le moral des troupes s'effondrait. Kabila, lui, semblait indifférent. Il continuait à disparaître, à faire sa politique. Pour lui, la guerre était un processus long, qui se gagne avec de la patience. Pour Che, chaque jour perdu était une insulte à ceux qui étaient déjà morts. Deux philosophies totalement incompatibles. Les historiens appellent cet épisode la rupture définitive. Ce fut le moment où Che comprit que la mission était perdue, non par manque de capacité militaire, mais par manque de leadership local engagé. Sans Kabila, pas de coordination. Avec Kabila, pas de discipline. Che commença à envisager l'impensable, écarter Kabila du commandement, le remplacer par quelqu'un de plus engagé, de plus présent, quelqu'un qui veuille vraiment se battre. C'était une idée dangereuse, et Che le savait. Il commença à parler discrètement avec d'autres commandants congolais, des hommes qui, eux aussi, étaient frustrés par l'absence de Kabila. « Il nous faut un leader qui soit là, » disait Che, « quelqu'un qui vive pour la cause, pas seulement qui en parle. » Certains étaient d'accord. D'autres restaient silencieux, indécis. Les Cubains les plus proches de Che soutinrent l'idée. « Kabila est le problème, » disait-il. « Sans lui, nous pourrions tout réorganiser. Nous pourrions avoir une structure de commandement qui fonctionne. » Che écrivit dans ses documents. « On ne gagne pas avec quelqu'un qui ne veut pas se battre. » Le plan était subtil. Ce ne serait pas un coup d'État ouvert. Ce serait une réorganisation stratégique. Kabila resterait une figure politique, le représentant du mouvement.
Mais le commandement militaire réel passerait à un autre guérillero. Che identifia des remplaçants possibles, des commandants toujours présents, toujours au combat, des hommes qui respectèrent la discipline, qui ne disparaissaient pas pendant des jours. Il commença à les promouvoir, à leur donner plus de responsabilités. C'était une manœuvre pour vider progressivement Kabila de son pouvoir. Mais Kabila n'était pas naïf. Il remarqua ce qui se passait. Il vit Che donner des ordres directement au commandant, sans passer par lui. Il vit son autorité être rongée, et il réagit. Kabila réunit ses commandants les plus fidèles. « Je veux m'écarter du commandement », dit-il ouvertement. Il veut tout contrôler. Il veut que ce soit sa révolution à lui, pas la nôtre. Il faut choisir. Luttons-nous pour la libération du Congo, ou sommes-nous les mercenaires de Cuba? La loyauté des commandants fut mise à l'épreuve. La réaction fut immédiate. Beaucoup de commandants congolais, malgré leur frustration, restaient loyaux à Kabila. Il était congolais. Il était des leurs. Che, aussi expérimenté soit-il, était un étranger. Nous ne laisserons pas un Cubain décider qui nous dirige, dirent-ils. La tentative de Che pour réorganiser le commandement échoua. Il n'avait pas assez d'appui politique parmi les Congolais. Kabila était trop essentiel, pas seulement comme commandant, mais comme symbole. Le destituer aurait divisé tout le mouvement. Che comprit qu'il était coincé. Des documents ultérieurs révèlent que la frustration de Che à ce moment-là. Il écrivit « J'essaie de sauver une révolution qui ne veut pas être sauvée. Je lutte contre des ennemis de l'extérieur et des saboteurs de l'intérieur. Et le plus grand saboteur est le leader lui-même. » C'était la reconnaissance d'une défaite inévitable. Les Cubains aussi commencèrent à douter de leur présence. « Pourquoi sommes-nous ici ?» demandait-il. « Nous risquons nos vies pour une cause qu'eux-mêmes ne défendent pas. Che, il faut partir. Ça ne marchera pas. » Mais Che résistait encore. Il croyait encore qu'il pouvait renverser la situation. Kabila, lui, consolida son pouvoir. Il réunit ses fidèles, réaffirma son leadership et fit comprendre clairement « C'est moi qui commande ici ». Che dut accepter la réalité. Il avait perdu la bataille politique. Che Guevara avait toujours été un génie militaire. Il savait planifier des offensives, entraîner des guérilleros. Mais au Congo, il découvrit une vérité brutale. La victoire militaire sans soutien politique est inutile. Et il n'avait aucun soutien politique. Les défaites commencèrent à s'accumuler. Des opérations qui auraient dû être simples échouaient par manque de coordination. Les guérilleros congolais refusaient de suivre les ordres des Cubains. La division interne affaiblissait tout le mouvement. L'armée gouvernementale gagnait du terrain. Che comprit la terrible vérité. Sans leadership local fort et engagé, toute victoire serait temporaire. Sans Kabila, le mouvement perdait sa légitimité politique. Mais avec Kabila, le mouvement n'avait pas de discipline militaire. C'était un paradoxe insoluble. Il tenta une dernière carte. Il proposa à Kabila un compromis. « Vous vous occupez de la politique. Moi, je m'occupe de la guerre. Division claire des responsabilités, sans interférence. » Kabila accepta, mais en pratique, rien ne changea. Kabila continuait à disparaître, continuait ses manœuvres politiques. Et Che continuait à livrer des batailles sans le soutien nécessaire. La situation devint insoutenable. Les Cubains commencèrent à tomber malades. Paludisme, dysenterie, malnutrition. Che tomba malade aussi. Son corps, déjà fragilisé par l'asthme chronique, ne supportait plus le climat de la jungle. Il passait des jours alité, fiévreux, incapable de commander. Il voyait sa révolution africaine s'écrouler sous ses yeux. Et il ne pouvait rien faire. En octobre 1965, la décision fut prise. La mission avait échoué. Il était temps de se replier. Che réunit les Cubains et annonça le retrait. « Nous avons perdu », dit-il simplement. « Il n'y a plus rien à faire ici. » Le retrait fut humiliant. Che, le révolutionnaire légendaire, quittait l'Afrique vaincue. Non par manque de courage, non par manque de stratégie, mais par manque d'alliés fiables. Kabila ne daigna même pas venir lui dire au revoir. Che écrivit dans son journal des phrases dévastatrices. « J'ai été abandonné par l'histoire. Je suis venu libérer, mais je n'ai trouvé que le chaos. Le peuple congolais méritait mieux, mais ses leaders, non. » C'était la blessure la plus profonde de sa carrière révolutionnaire. Les historiens débattent encore aujourd'hui de ce qui a mal tourné au Congo. Certains accusent Che de ne pas avoir compris la culture locale,
D'autres accusent Kabila de n'avoir pas eu de vrai engagement révolutionnaire. La vérité est que les deux ont échoué. Che par sa rigidité, Kabila par son absence. Mais la défaite de Che au Congo eut des conséquences. Il quitta l'Afrique convaincu qu'il devait prouver à nouveau sa valeur. Il avait besoin d'une victoire pour effacer l'humiliation. Ce besoin le mènerait 2 ans plus tard en Bolivie, où il ne trouverait pas la victoire mais la mort. Pendant ce temps, Kabila resta au Congo. Il continua sa lutte politique. Il continua à disparaître et à réapparaître. Il continua à frustrer alliés et ennemis. Et contre toute attente, il survécut. Che Guevara mourut en 1967, traqué dans la jungle bolivienne. Son corps fut exposé comme un trophée. Sa révolution africaine fut oubliée. Elle devint une note de bas de page dans l'histoire officielle. Mais Laurent-Désiré Kabila. Kabila survécut. Pendant des décennies, Kabila resta une figure de second plan. Il continua à s'impliquer dans des mouvements rebelles. Il continua à faire de la politique, à nouer des alliances, à faire exactement ce que Che méprisait. Et ironiquement, c'est cela qui le maintint en vie. En 1996, le Congo vivait sous la dictature brutale de Mobutu Sese Seko, un des dictateurs les plus corrompus de l'histoire africaine. Kabila ressurgit à la tête d'une coalition rebelle. La même politique que Che avait critiquée se révélait désormais efficace. Kabila unifia les tribus, obtint des soutiens internationaux, coordonna des offensives. En mai 1997, Laurent-Désiré Kabila entra victorieusement à Kinshasa. Mobutu s'enfuit, la dictature tomba. Et Kabila, l'homme que Che avait appelé paresseux et bourgeois avec un fusil, devint président de la République démocratique du Congo. L'homme que Che avait tenté d'écarter du commandement gouvernait désormais 70 millions de personnes. L'ironie est brutale. Che, le révolutionnaire parfait, mourut vaincu et oublié en Bolivie. Kabila, le révolutionnaire imparfait, parvint au pouvoir et gouverna. La discipline militaire de Che ne garantit pas la victoire. La politique sale de Kabila, oui. Les historiens se demandent, Che avait-il tort sur Kabila? Ou avait-il vu avant tout le monde ce que personne ne voulait admettre? La vérité est complexe. Kabila n'a jamais été le guérillero discipliné que Che voulait. Mais il fut le leader politique dont le Congo avait besoin pour survivre. Kabila gouverna le Congo de 1997 jusqu'en 2001. Son régime fut marqué par la corruption, la violence, la guerre civile. Il fut assassiné par l'un de ses propres gardes du corps. Il mourut comme tant de leaders africains, trahi de l'intérieur. Mais il mourut président. Che mourut fugitif. Le conflit entre Che et Kabila révèle une vérité inconfortable. La révolution n'est pas seulement idéologie pure et discipline militaire. C'est aussi pragmatisme, politique, alliance improbable. Che croyait à la pureté révolutionnaire. Kabila croyait à la survie. L'un mourut pour ses principes, l'autre vécut malgré les siens. Aujourd'hui, quand on parle de Che Guevara en Afrique, le Congo est rarement mentionné. C'est comme si ces mois de 1965 n'avaient jamais existé. L'histoire officielle préfère la Sierra Maestra, préfère Cuba, préfère le mythe. Mais c'est au Congo que Che connut son véritable échec. Et c'est là qu'il rencontra l'homme qui prouverait qu'il avait tort. Laurent-Désiré Kabila est lui aussi une figure controversée aujourd'hui. Beaucoup le voient comme un héros, d'autres comme un opportuniste, mais personne ne conteste qu'il parvint au pouvoir et qu'il le fit avec la même méthode que Che avait condamnée. L'épisode entre Che et Kabila n'a jamais été largement divulgué. Les journaux de Che furent édités, censurés en partie. Les critiques les plus dures contre Kabila furent adoucies. Cuba ne voulait pas reconnaître l'échec africain. Et Kabila, une fois président, ne voulait pas être rappelé comme celui que Che avait méprisé. Mais l'histoire demeure, cachée mais réelle. 2 hommes, 2 philosophies, une confrontation silencieuse dans la jungle africaine. L'un croyait que la révolution était une science, l'autre savait que c'était un art. L'un mourut en héros, l'autre vécut en politicien. Et la grande ironie est que, au bout du compte, tous les deux avaient raison, et tous les deux avaient tort.